Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle série d'informations hebdomadaires centrées sur l'Afrique. Et bien comme dans chaque début d'émission, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant afin d'être informé des actualités de la semaine. Commençons notre tour d'Afrique par le Nigeria où une femme a battu le record mondial du marathon culinaire. Hilda Bassi, une chef nigériane et propriétaire de restaurant, a réalisé un exploit culinaire individuel en cuisinant pendant plus de 100 heures. Elle a servi près de 3000 portions de repas et a atteint son objectif après 100 heures et 40 minutes de cuisine continue, ce qui lui fait dépasser le précédent record établi par Lata Tondon en 2019. Elle a déclaré avoir réalisé cet exploit pour montrer la détermination et le travail acharné des jeunes Nigériens, ainsi que pour soutenir les jeunes femmes africaines qui sont souvent marginalisées dans la société. Elle a été encouragée par ses amis et sa famille à viser les 100 heures malgré les difficultés que cela représentait. Au cours de son marathon culinaire, Hilda a reçu un immense soutien des Nigériens, notamment des milliers d'habitants et de célébrités telles que Tiwa Savage, Burna Boy et Wizkid. Les gens ont suivi son périple à travers les plateformes de streaming et ont exprimé leur admiration. Il est important de souligner que le record établi par Hilda Bassi n'a pas encore été officiellement validé par le Guinness World Records, mais elle est déjà considérée comme une héroïne nationale au Nigeria pour son incroyable détermination et son engagement envers les jeunes femmes. Rendons-nous en Tunisie où un journaliste travaillant pour une radio privée a été condamné à 5 ans de prison pour avoir divulgué des informations concernant les services de sécurité. Cette condamnation est la plus sévère jamais prononcée par la justice tunisienne à l'encontre d'un journaliste. Le journaliste Khalifa Ghesmi a été reconnu coupable d'avoir intentionnellement révélé des informations sur les opérations de sécurité. Son avocat a déclaré qu'il a fait appel en cassation et qu'il est actuellement en liberté provisoire et le syndicat national des journalistes tunisiens a dénoncé cette décision comme une atteinte grave à la liberté de la presse. Un policier a également été impliqué dans cette affaire. Il a été condamné à 10 ans de prison en appel pour avoir fourni des informations aux journalistes. Les deux peines ont surtout été aggravées en vertu d'une loi antiterroriste. Des organisations locales et internationales de défense des droits de l'homme ont critiqué le verdict et ont appelé à la mobilisation pour défendre les libertés et les droits de l'homme en Tunisie. Ces organisations ont exprimé leurs préoccupations face à la répression exercée par le pouvoir actuel et ont souligné les menaces sérieuses pesant sur la liberté de la presse dans le pays. Allons cette fois en Afrique du Sud où plus de 80% des enfants âgés d'environ 10 ans ont des difficultés à lire et à comprendre ce qu'ils lisent selon une étude internationale publiée mardi. Cette étude appelée Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) est réalisée tous les 5 ans depuis 2001 a révélé des résultats décevants selon la ministre de l'Éducation. Parmi les élèves de 4e année du primaire en Afrique du Sud, soit autour de l'âge de 10 ans, 81% ont du mal à lire contre 78% il y a 5 ans. Pour la ministre, la pandémie de coronavirus a contribué à aggraver l'analphabétisme et de nombreuses écoles primaires se concentrent uniquement sur la performance orale lors de l'enseignement de la lecture, négligeant ainsi la compréhension de ce qui est lu et la signification des mots écrits. De plus, de nombreux établissements scolaires dans le pays manquent de manuels et de bibliothèques ainsi que d'infrastructures et de toilettes adéquates. 30 ans après la fin de l'apartheid, le système éducatif sud-africain continue de souffrir des séquelles de l'éducation déficiente imposée à la population noire pendant l'ère de la ségrégation. Beaucoup de grands-parents et de parents qui ont eux-mêmes des lacunes en lecture éprouvent des difficultés à soutenir leurs enfants dans leur apprentissage. Retenons que l'Afrique du Sud est l'un des 3 pays du continent à avoir participé à cette étude aux côtés du Maroc et de l'Égypte et le seul pays d'Afrique subsaharienne. Petit tour au Maroc où la première voiture entièrement fabriquée dans le pays a été présentée au public lors d'une cérémonie présidée par le roi Mohamed VI au palais royal de Rabat. Ce projet soutenu par le label Made in Morocco marque la naissance de la première marque automobile grand public marocaine. Il est le fruit du savoir-faire national et repose principalement sur l'écosystème local des équipementiers automobiles. La société Neo Motors a établi une usine à N'Aouda dans la région de Rabat-Salé-Kenitra pour la fabrication de véhicules destinés au marché intérieur et à l'exportation. La capacité de production prévue est de 27 000 unités par an et l'investissement total s'élève à 156 millions de dirhams, ce qui devrait créer 580 emplois. Le premier véhicule a obtenu l'homologation définitive de l'Agence nationale de la sécurité routière en février 2023. La société a lancé la production en série et prévoit d'inaugurer l'usine suivie du lancement commercial. Partons au Ghana où le Fonds monétaire international FMI a donné son accord pour un prêt de 3 milliards de dollars sur une période de 3 ans. Le conseil d'administration du FMI a approuvé le programme de prêt ce mercredi, offrant ainsi une première tranche de 600 millions de dollars à Accra. Ces négociations ont commencé en décembre dernier et le prêt vise à soutenir un programme de réforme globale du gouvernement ghanéen qui vise à remédier à des crises économiques causées par des chocs externes majeurs ainsi que des problèmes fiscaux et d'endettement existants.
Cependant, pour assurer le succès de ce prêt dans le cadre de la fiscalité élargie de crédit, le FMI encourage le Ghana à conclure des accords de restructuration de sa dette avec ses créanciers internationaux. L'objectif est de rendre la dette soutenable. Les créanciers du Ghana, dont la France et la Chine, ont exprimé leur volonté d'engager des négociations dans ce sens. Notons que le Ghana traverse actuellement une période difficile avec une inflation dépassant les 40% et en décembre, le pays avait déclaré un défaut de paiement. Poursuivons notre tour d'Afrique au Kenya où 27 fonctionnaires sont soupçonnés d'avoir détourné du sucre périmé. Une cargaison d'environ 1000 tonnes de sucre avait été importée en 2018, mais elle a été déclarée périmée et inappropriée à la consommation humaine par le Bureau kenyan de certification KEBS. Au lieu d'être transformée en éthanol industriel comme prévu, elle a été détournée illégalement et vendue sans respecter les procédures en place. Le directeur de la fonction publique, Félix Koske, a qualifié ce acte de criminel. Les fonctionnaires impliqués, dont les responsables du KEBS, de l'administration fiscale, de la police et de l'agence de l'alimentation et de l'agriculture, ont été suspendus pendant que des enquêtes sont en cours. Le Kenya fait face à une hausse importante du coût de la vie, notamment des produits alimentaires, y compris le sucre. Et le gouvernement envisage de mettre en place de nouvelles taxes sur le sucre produit localement pour augmenter ses recettes fiscales. Terminons notre tour d'Afrique par la Guinée où la presse et les blogueurs critiquent les restrictions d'accès à Internet lors des manifestations. Ces derniers jours, l'accès aux réseaux sociaux et aux services de messagerie a été fortement limité et plusieurs sites d'information guinéens n'étaient pas accessibles. Ces restrictions ont notamment eu lieu lors d'une journée de manifestation organisée par les Forces Vives qui regroupent des organisations de la société civile et des partis d'opposition. L'Association des blogueurs de Guinée accuse le gouvernement d'utiliser la censure numérique de manière récurrente lors de grandes manifestations. Selon Alpha Diallo, président de l'Association des blogueurs de Guinée, cela va à l'encontre de la charte de transition adoptée par le Conseil national pour le redressement et le développement CNRD au pouvoir ainsi que de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le syndicat des professionnels de presse en Guinée souligne qu'il y a eu une volonté de dissimuler des informations car si les sites qui diffusent rapidement des informations fonctionnent correctement, ils relayeront les abus commis. Un rapport du syndicat indique qu'au premier trimestre de cette année, il y a eu 7 fois plus d'actes liberticides contre la presse par rapport à la même période de l'année précédente. Le ministre des Postes et Télécommunications et porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal reconnaît les perturbations sur Internet mais les attribue à un problème technique lié au câble sous-marin qui connecte le pays à Internet. Le ministre a également nié la saisie des émetteurs radio tout en menaçant de fermer tout média, qu'il s'agisse d'une radio, d'une télévision ou d'un site Internet diffusant des propos susceptibles de perturber l'unité nationale, d'attiser la haine communautaire ou d'inciter à des conflits dans le pays. Voilà donc, c'est la fin de cette série d'actualités hebdomadaires centrées sur l'Afrique. Je vous dis donc à très bientôt pour les prochaines actualités.